Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, nous analysons ensemble les shows de la WWE et aujourd'hui, c'est un grand événement, un honneur pour moi de vous présenter l'analyse du dernier show de la WWE de la décennie. Et oui, nous sommes à la fin de 2019 et c'est le show rouge qui a le devoir de conclure ces 10 années de catch complètement folles qui ont eu lieu à Stamford. Et pour m'accompagner dans cette analyse, dans cet événement très spécial, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris. Salut Yarem, salut peuple de catch-up et meilleurs vœux à tous. Ouais, un show historique. Ouais, nous étions le 30 décembre pour c'était un show qui avait été préenregistré, hein, c'est bien ça? Alors je sais pas si celui de la semaine dernière, ouais ça c'était sûr, il était enregistré. Celui-là je sais pas trop. Celui-là je t'avouerai j'ai un doute. Ah ben, on va faire appel à nos auditeurs. Leur première bonne action en 2020 serait de nous dire en commentaire ou sur Twitter s'ils savent s'ils avaient été enregistrés ou en direct. À savoir, est-ce qu'ils ont eu droit à 1 semaine ou 2 semaines de congés payés, nos catcheurs? C'est la bonne question. C'est Kevin Owens qui ouvre le show. Kevin Owens qui est un petit peu le porte-étendard du public, hein. Voilà, c'est un peu notre Stone Cold de la nouvelle décennie. Il ouvre le show, il est pas très content de s'être fait passer à tabac par Seth Rollins et ses petits copains là de AOP. On a droit à pas mal de packages vidéo de recap, ce qui est pas mal parce que j'avais pas vu l'épisode de la semaine dernière et j'avais écouté Chris. On a fait Yes. une belle analyse. Le petit beatdown de Rey Mysterio, horrible, des images horribles qu'on ne veut plus voir. Et surtout, on a eu une petite annonce comme quoi Rey Mysterio a tout simplement perdu son titre dans un show live, un house show au Madison Square Garden face à Andrade. Et ça, c'est comme une sacrée breaking news. Ça arrive une fois tous les 15 ans. Et c'est arrivé au Madison Square Garden. Est-ce que tu étais au courant avant de voir l'épisode? Ouais, j'étais au courant avant de voir l'épisode et j'ai été voir le match. Voilà, quoi, j'ai réussi à trouver des vidéos un peu sur le match. Je crois que la dernière fois que c'était arrivé, qu'il y a un changement de titre en house show, c'était avec Samoa Joe, il me semble. Et il me semble que c'était déjà pour le titre US, non? Samoa Joe l'avait perdu face à Rey Mysterio, non? Dans un espèce de match qui n'avait pas duré très longtemps, je crois, parce qu'il y avait eu un... Ah, Il je s'était sais. pris un sale coup. Ouais, Moi, celui dont je me souviens, le changement de titre dans un live show, c'était il y a un petit bout de temps maintenant. Je venais à peine de commencer vraiment à suivre la WWE. C'était quand Airboom, je sais pas si tu te souviens, la team Airboom, Kofi Kingston et Evan Bourne, Matt Sydal, ouais. ouais, avaient perdu leur titre face, je crois, aux frères Colon. Je sais plus quel gimmick débile ils avaient à l'époque, si c'était les Matadores ou pas. Dans un live show, parce que Matt Sydal s'était fait piquer prendre par la police des stupes. Ah ouais. Et du coup, ils avaient rapidos retiré les ceintures de l'ancien high flyer de la WWE et du coup, de son pote Kofi. Et ça avait été fait dans un house show, je me souviens à l'époque. Ouais, je me rappelle de cette affaire, ouais. Exact. Mais alors, écoute, j'ai lu différents trucs là-dessus. Apparemment, ça serait une ligne prise un peu par Paul Heyman et compagnie, qu'ils aimeraient qu'il se passe plus de. D'ailleurs, on verra ça un peu par la suite, mais qu'ils aimeraient qu'il se passe un peu plus de choses en house show qui se répercuteraient après sur les shows télévisés. Donc, apparemment, ce Andrade versus Rey Rey était la première pierre. Bon, je suis quand même triste de voir Rey Mysterio perdre son titre US de cette manière-là. Et puis, même si je suis content pour Andrade parce que j'aime bien ce catcher, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu droit à un vrai beau combat en pay-per-view, quoi. Ce qui est dommage, c'est que finalement, ça arrive un petit peu une fois que leur rivalité est un petit peu refroidie, quoi, entre Andrade et Mysterio, qui ont eu une sacrée série de matchs il y a quelques mois de ça. Et au final, c'est un peu dommage qu'il y ait ce changement de titre dans un match presque random. Ouais, un peu, ouais. C'est vrai que la rivalité avait un peu duré et qu'ils auraient pu profiter à ce moment-là, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ils ont choisi de faire ça au Madison Square Garden. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est sûr que c'est une belle salle, hein, donc Et pour le prestige. le prestige. Tiens, le prestige, Rollins arrive, il interrompt Kevin Owens.
Il lui dit qu'il comprend toujours rien du tout, là, le gros Canadien. Là, il voit pas la big picture. Il pense qu'à son petit nombril. Kevin Owens en a ras-le-bol. Il va chercher la bagarre. Mais bon, il se fait rapidement maîtrisé par les deux Golgoth. Et soudain, la musique de Samoa Joe retentit. Quand on parle L'ancien commentateur. Ouais, quand on parle du loup, dans son survêt, hein. Dans son survêt. Donc, il quitte sa place de commentateur, a priori. Non, enfin oui, il quitte sa place de commentateur, mais il n'était pas au commentaire au début du show. Le Raw commence juste avec Jerry Lawler et Vic Joseph. Ouais, parce qu'il avait été pris à partie, effectivement, la semaine dernière. C'était une très belle séquence que j'avais simplement écoutée, mais que j'ai vue lors des replays. Et donc Samoa Joe, donc, qui vient un peu pas forcément à la rescousse de Kevin Owens, mais qui vient un peu régler ses comptes face à Seth Rollins et Opie. Il place même une grosse coquine à clutch là sur Rollins. J'adore la coquine à clutch, c'est vraiment genre le mec, je vais te tuer, quoi. Enfin, il veut vraiment les étrangler. Akam et Rezar font le save. C'est le chaos. Owens place une senton, AOP, et Rollins et la sécurité qui vient un petit peu calmer tout ce beau monde. Sacrée ouverture de show. On verra un petit peu ce monde-là un petit peu plus tard, puisque à tour de rôle, Kevin Owens et Samoa Joe sont conduits à la sortie par la sécurité. Et de même pour Seth Rollins et AOP. Qu'est-ce que tu as pensé de cet angle qui a ouvert le dernier épisode de la WWE de la décennie? Eh ben écoute, c'était pas mal. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, Rollins est en train de s'installer de plus en plus dans son rôle de heel là, avec ses gardes du corps monstrueux et du coup avec un Kevin Owens chaud bouillant aussi. Le retour de Samoa Joe, ça c'est quand même bien d'avoir le retour du Samoan dans le ring. Donc du coup, ça nous a fait un truc assez intense, vu que de toute façon Kevin Owens c'est plutôt bon au micro en général. Et là, il était plutôt chaud, j'ai trouvé, notre ami québécois. Et, Ouais. et donc du coup, ça nous a fait un bonheur sympa. Bon, quelque part, on a fini la décennie comme on avait commencé l'année. Hein. On finit en opener, comme d'habitude, avec Seth Rollins. Hein. Seth Rollins, si c'est pas lui qui a le micro d'entrée, c'est lui qui débarque de toute façon. Seth Rollins, voilà, est habitué aux openers à Raw. Mais là, pour le coup, c'était bien, c'était rythmé et tout, quoi. Et puis ça nous promet quand même des belles rivalités là, hein, là entre le triangle AOP, Rollins, Samoa Joe, Kevin Owens. Là, je trouve qu'il y a du lourd dans le ring, c'est plutôt sympa. Ouais, et puis il y a une belle séquence là, promo, enfin d'interview là, entre Kevin Owens et Samoa Joe. C'est quand même deux sacrés bonhommes, deux sacrés gabarits, deux pros du micro. Les mettre ensemble comme ça, alignés avec ce. Pas ce Festern de Samoa Joe, mais un Festern de circonstance, on va dire. Ouais, Quand il balance, ouais, moi si on me touche à mon pote, enfin pas mon pote, mais si vous cherchez les ennuis avec Kevin Owens, ça va mal se passer pour vous. Si vous cherchez les ennuis avec Samoa Joe, ça va mal se passer pour vous. Il y a de l'intensité. ouais, il y a de l'intensité. Puis en plus, j'ai bien aimé le segment qui a suivi après derrière, où on les retrouve dans les vestiaires, etc., qui sont interviewés. Et avec le délire de la sécurité qui vient pour les accompagner, pour les escorter hors du bâtiment. Et Owens, il m'a fait marrer parce qu'il dit qu'il a l'impression de se faire virer chaque semaine, quoi. Ah oui, Mais bon, au moins il fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il fallait quoi, et donc qu'il a une semaine pour réfléchir à tout ça. Mais j'étais mort de rire de la manière dont il a dit. Bah, ouais, bah, j'ai l'impression de me faire virer toutes les semaines moi d'euros quoi. Donc je ouais, trouve qu'il est, il ouais, est, il ouais. est bon vraiment Kevin Owens, il est marrant, il a toujours la bonne répartie, heel ou face. Voilà, ce mec c'est quand même un des cracks au micro dans le roster actuel quoi. Ah ouais, non, super. Samoa Joe, ça fait plaisir de le revoir de retour aux affaires là. Attention, hein, si tu le touches, tu risques de plus avoir de ressortir tes doigts. Enfin, il y a vraiment de l'intensité avec Samoa Joe. Je suis content de le revoir. Franchement, ça fait plaisir. Il y a de la qualité là dans Ouais, ce bonhomme. Samoa Joe, il a encore plein de Ouais, trucs à donner dans le ring. Donc c'est bien de le ouais, voir quitter la table des commentateurs et revenir poser des soumissions à tout le monde là. ouais. Même si comme CM Punk, voilà, hein, c'est les mecs aux commentaires, bah, il nous manque déjà quasiment, toi. Bon, en parlant de qualité, on a droit à un rematch enfin, on va dire, ouais, ouais, un rematch, quoi. Un rematch d'un affrontement qu'on avait eu en pay-per-view qui avait été un super
un super match-up entre Aleister Black et Buddy Murphy, donc Mr. Pick a Fight et Mr. Je pick a fight, donc qui remettent ça, comme on disait à l'époque dans les pubs télé. Écoute, ils nous ont proposé à peu de choses près un peu la même chose, avec un peu de plus, peut-être un peu plus de tones au début, où voilà, t'as Buddy Murphy qui pique un peu la pose d'Aleister Black, ça se balance des gros kicks dans la tronche, et surtout à la fin, j'ai beaucoup aimé le final. J'ai l'impression que la foule aussi a pas mal popé là sur cette petite mise en scène, cette petite histoire où pour être sûr de complètement éliminer Buddy Murphy, son adversaire, qui lui a quand même donné une fois de plus du fil à retordre, Aleister Black lui a placé 2 Black Mass là, en mode vraiment je t'exécute. Et Buddy Murphy qui l'a regardé droit dans les yeux quoi, avant de se faire décrocher la tête là. Donc Voilà. c'était assez impressionnant quoi, ce Black Mass final. Franchement, autant sur Aleister Black, je suis très on en a déjà parlé, hein, très déçu de son traitement, et on en reparlera sûrement pendant les Catch-Up Awards qui arrivent bientôt. Autant là, dans cet affrontement entre les deux, il y a rien à acheter, quoi. Ah ouais, non, c'était carrément un bon match, quoi. Alors là, moi, je l'ai trouvé même meilleur que le match de pay-per-view, en fait. Ah ouais, Ah ouais, ouais, parce que moi j'ai trouvé que le finish était vachement mieux, ouais. que Murphy, il tente de placer son Murphy's Law là, et il est contré par un petit paquet. Et en fait, Black, en se relevant sur le petit paquet, dans le même move, il porte son premier Black Mass, quoi. Et derrière, il tient la tête de Murphy avec le coup de le coup du, comme on dit, le coup du pied, ouais. Le move est assez spectaculaire, quoi. Il le relève et il lui met un deuxième Black Mass, quoi. Et non, vraiment, j'ai trouvé que c'était un super bon combat, quoi. Alors là, vraiment, pour le coup, j'ai été carrément emballé. Dommage qu'il n'y ait pas une petite ceinture entre les deux là, mais moi ça m'irait bien. Alors là, du coup, c'est que ça va aller cette rivalité. Ils en sont déjà au deuxième match là, et bah c'est quand même bizarre parce que Black a gagné les deux. Donc je sais pas où ils Ouais. vont avec là, mais en tout cas les mecs ils ont délivré la marchandise pour moi. Ouais, bah, c'est bizarre parce qu'on n'est pas habitué. On est habitué au fameux booking 50-50 de la WWE, où c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais justement, pour une fois, j'ai trouvé que c'était enfin, ils n'utilisent pas cette ficelle du 50-50 pour essayer, on va dire, de préserver tout le monde. Au contraire, ils montrent qu'effectivement, Aleister Black a eu le dessus par 2 fois, mais à chaque fois, Buddy Murphy a été combattant, et que Black Mass justement, Aleister Black a dû vraiment être très concentré pour réussir à s'assurer la victoire et exécuter Buddy Murphy. Et je trouve que là, justement, tu arrives en donnant la victoire, 2 fois la victoire au même gars, tu arrives à mettre les 2 over quoi. Donc pas forcément besoin d'une ceinture, hein. Je sais que si on écoutait Chris, il y aurait Ouais, une ceinture par catcheur, mais je sais bien, ouais, je sais bien, ouais. Mais là au contraire. non, non, mais non, mais de toute façon, ça, c'est juste un truc pour la rigolade, mais au final, la rivalité me plaît bien et ils délivrent des bons matchs les deux, quoi. Donc Ouais. c'est vraiment c'est intéressant. Enfin, je veux dire, voilà, dans un Raw, avoir un beau match Black Murphy, moi ça me va tout à fait, quoi. Ça colle complètement. Ouais, en fait, le match et l'intensité des participants est telle que c'est à la hauteur d'un match pour un titre, quoi. J'imagine que c'est pour ça que que tu te dis, ah, ça c'est dommage qu'il n'y a pas de ceinture, parce que tu dis, avec un match pareil, si en plus tu mets une ceinture, Ouais, 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 ils sont capables de délivrer la marchandise. Alors après, je me dis que si cette rivalité elle va continuer, ce qui va se passer, c'est qu'on va peut-être finir par avoir une petite stipulation qui va être mise dans la balance, quoi, tu vois, quoi. On va peut-être avoir un ouais. truc un peu sympa entre les deux. Il y aurait moyen, hein, je pense qu'entre les deux, il y a moyen de nous sortir un gros match avec grosse stipu, quoi. Ah bah ouais, on en parle souvent, mais ce genre de rivalité très basée sur la compétitivité et la hargne des catcheurs se prête souvent à des stipus de type le meilleur des trois, ou des matchs avec des time limits ou des choses comme ça qui sont hyper excitantes pour ces mecs-là, parce que c'est vraiment du NXT featuring 205 Live, c'est-à-dire hyper intense, qui claque. Et si en plus tu rajoutes une petite stipu voilà, du type le meilleur des trois manches, tu peux vraiment avoir des super affrontements, quoi. Ouais, ouais, on leur laisse choisir là. Ouais, on organise au prochain Raw, on organise un Beat the Club Challenge et celui qui le gagne choisit la stipu.
Ouais, on peut avoir encore quelques semaines entre les deux. Mais on verra. Peut-être que l'année prochaine sera autre chose et qu'on va reset les rivalités, on ne sait pas. En tout cas, on va peut-être ce serait bien de les retrouver tous les deux au Rumble, avec un petit Ouais, face-to-face. on va les retrouver au Rumble, je suis sûr. Ah bah C'est ouais. obligé, obligé. Tous ces mecs qu'on voit, de toute façon, si on les voit pas lors d'un décompte jusqu'à 0, là, ça serait un peu étrange. Eric Rowan félicite Lana qui se prépare pour son mariage. On en parlera un petit peu plus tard. Hein. Il est Voilà, poli, Lana... cet homme. Même s'il n'était pas invité. Fallait pas l'inviter de toute façon, mais il est poli quand même. Hein. Il vient féliciter la future mariée, c'est Je me beau. demande si c'est pas un des seuls d'ailleurs à féliciter Lana quand même. Voilà, c'est un bon gars. Il se débarrasse rapidement d'un pauvre gars qui passait par là. Il parle, voilà, il est toujours avec son petit animal. On ne sait pas toujours ce qu'il y a dans la cage. Lana se met de l'auto-bronzant sur les seins et nous dit tout le monde est obsédé par elle. Ça c'est fait. Voilà. Et ensuite, c'est Charlotte qui débarque. Et Charlotte a l'honneur d'être la première à annoncer sa participation au Women's Rumble match, même à n'importe quel Rumble match, puisqu'elle est la première à tout court à annoncer sa participation au Rumble match, autant masculin que féminin. Mais bon, c'est normal, hein, elle est championne 10 fois, elle a fait les main events de WrestleMania, c'est la plus grande, c'est la plus forte. Mais elle en a un petit peu marre là de parler d'être la queen, elle veut juste nous montrer, et du coup elle balance un open challenge, et c'est Natalya qui répond à cet open challenge, classique, hein, entre les deux femmes qui sont déjà croisées, je pense 15 000 fois, Ah oui. 15 000 fois depuis ce match d'anthologie, la NXT. Et Charlotte, hein, qui naturellement remporte la victoire en faisant abandonner Natalya. Ce qui est amusant, puisque c'est pas comme ça que tu gagnes dans un Rumble, mais c'était marrant. Enfin, c'était marrant. Voilà, elle gagne de façon, on va dire, définitive sur la Canadienne. Voilà, Charlotte qui arrive effectivement, qui annonce sa participation au Rumble. Bon, ça te paraît tout à fait naturel et légitime, j'imagine. Oh bah ouais, je pense que s'il y en a une qui est totalement légitime dans le Rumble et qui va faire partie aussi tout simplement des favorites naturelles de ce combat, c'est bien Charlotte quoi. De toute Là, le mec me dit non, non, c'est quoi façon. ça? Ouais. Charlotte, on lui donne tout. Non, mais Charlotte, je suis pas d'accord, c'est de la low card. Non, mais franchement, c'est une catastrophe. Non, bah la meuf, elle est juste 10 fois championne. Voilà, main event de WrestleMania. Comme on dirait pour d'autres, elle est pose sur la table, quoi. Donc, Ah ouais. elle est au Royal Rumble et c'est normal. Et malgré que c'était le 15 millième match contre Natalia, et ben le match a été assez long. J'étais assez étonné du temps d'antenne qu'on leur a donné. C'était plutôt pas mal. Un quart Le d'heure. match était plutôt Un pas quart mal. d'heure. Alors, bon, le match a duré aussi un petit peu parce qu'il y a eu une coupure avec Ertrus qui est venu faire Benny Hill avec toute la horde des poursuivants. Il y en avait un paquet, c'était encore un paquet là. Alors, t'as toujours les mêmes, t'as Noé José, Shelton Benjamin, Mojo, Eric Young. Eric Young, le pauvre. Eric Young, il fait plus que ça, lui. Courir après Ertrus depuis la création du 24/7. Ah oui, qui s'est pris la big boot de Charlotte, ça c'était pas mal. Et ouais, qui se prend la big boot, ouais, de Charlotte, quoi. Donc, du coup, écoute, bah, malgré que c'était une redite habituelle entre les deux filles, c'était un match plutôt pas mal. Et voilà, on nous a mis voilà, c'est la famille un peu la WWE, quoi. C'est les Flair contre les Hart, quoi, tu vois. Et ça, ils arrivent toujours pas. C'est une addiction en fait à la WWE, ça. Bah ouais, c'est du soap opéra, hein. Ah bah oui, hein, c'est ça, hein, c'est exactement C'est ça. Dallas, et voilà, c'est Ouais. les grandes familles qui se déchirent. Et ouais. Becky, on reste dans la division féminine, on a une petite interview de Becky Lynch qui nous révèle qu'elle va affronter Asuka. Et oui, et elle a un petit Bon, peu... ouais, ça c'est du lourd, ça va être très très bon. Ça va être très très bon. Elle a joué elle est en phase de négociation de contrat, donc elle a forcé la WWE à avoir ce match. C'est un match qu'elle veut, puisque, rappelez-vous, il y a un an, jour pour jour, pay-per-view pour pay-per-view, Becky Lynch avait perdu son titre face à et Asuka ouais. au Royal Rumble avant de rejoindre le match Royal Rumble, et la suite, vous la connaissez. Ah oui, oui, c'est ça, oui, t'as raison, ouais. Ouais. Mais Le même soir, elle perdait son ouais, titre contre Asuka, et après, elle remplaçait Lana pour rentrer dans le Royal Rumble et remporter son ticket
pour le show des shows. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais moi, je suis hyper hypé par cette rivalité, quoi. Là, franchement, je suis impatient de voir ce match. Je suis très curieux de voir justement comment ils vont traiter Becky par rapport à ça, quoi, parce que Becky, elle a jamais battu Asuka. Donc, Ouais. et Asuka peut se retrouver Asuka to belt. Ça serait quand même assez incroyable, quoi. Et surtout que sachant que le titre par équipe féminin va être un peu mis en demeure parce que Kairi Sane, elle avait quand même commotion cérébrale et que je Ah oui, tiens, elle devient quoi, ça, Kairi que Sane? On a des Kairi nouvelles? Sane m'étonnerait qu'elle revienne. Elle reviendra qu'après le Royal Rumble, à mon avis. Hein. Ouais, le protocole. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que si tu veux, donc là c'est du coup c'est ce qui est mis en avant, c'est la rivalité Asuka Becky Lynch. Et moi, je signe dès demain. Ah, et si t'en avais 3, tu ferais quoi? Ah là là, attends, mais me dis pas, je sais pas. Faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais 3 mois. Attends, ce serait un truc à réfléchir. Ouais, bah, je te laisse réfléchir. Regarde tes idées pour toi. Ah, Ouais, non, j'aime beaucoup aussi cette rivalité-là. Et surtout, je suis assez impressionné de me dire qu'en fait, Becky Lynch, elle a toujours un titre aujourd'hui, quoi. et ouais, Parce que finalement, c'est vrai que bon, on peut reprocher à son run d'avoir connu un petit peu des coups de mou dans des rivalités qui n'étaient pas forcément toujours de haute tenue, mais c'est toujours compliqué. Hein. Une fois que tu as fait le main event de WrestleMania et que tu as battu tout ce qui se faisait de mieux, c'est pas rare en général de voir la championne perdre un petit peu le titre dès que ça sent un peu le roussi pour elle, dès qu'elle a pu le vendre en poupe, mais ça fonctionne toujours pour la rouquine et de se dire que là, un an plus tard, un an après ce moment incroyable au Royal Rumble où elle avait justement obtenu son ticket là, en dernier moment, bah, elle est toujours là avec un des 2 titres qu'elle a gagné et qu'elle va essayer de enfin battre Asuka. C'est finalement, elle a fait toute son année là. Hein. ouais, et puis c'est bien parce que par rapport à Asuka, voilà, c'est un vrai challenge là, tu vois quoi. Voilà, s'il n'y avait pas de retour de Ronda Rousey prévu dans les tiroirs, bah, je pense qu'ils ont bien joué le coup à la WWE. C'était le meilleur truc à faire, quoi. Voilà, Asuka, c'est la nana qui a jamais perdu contre Becky Lynch. Becky Lynch, elle est au top de la hype. Elle est pas loin d'une année de règne. Voilà, elle a été quand même la femme de l'année enfin en tout cas pour moi, sans vouloir trop vous spoiler les awards, les amis, mais pour moi, clairement, Becky Lynch, c'est la femme de l'année à la WWE Bah, et Dana Brooke. et reprendre et Dana Brooke, merde, et Mandy Rose. Mais reprendre, voilà, on réattaque 2020 avec une Becky championne, avec une belle rivalité en perspective là pour le prochain pay-per-view du Royal Rumble. Donc moi je dis tout ça c'est du tout bon. Quoi. Ah ouais, franchement, ça s'annonce plutôt bien. Ça redonne, je trouve, enfin, c'est pas que ça redonne, elle n'avait pas perdu complètement d'intérêt en Becky Lynch, mais vraiment là, on redonne une espèce de pas de sens quoi un peu à Becky Lynch qui s'était un petit peu toi entre les Survivor Series et puis le TLC match où elle défendait pas son titre et Survivor Series où elle a perdu mais fallait qu'elle reste forte. Enfin, finalement, voilà, elle était un peu mis comme d'autres, j'allais dire, mais elle était un petit peu mis dans l'ombre quoi. Son règne en tant que championne était un petit peu mis sur le côté. Donc là, ça va faire plaisir de retourner aux affaires courantes. The aussi qui débarque et AJ Styles nous dit qu'il n'y a aucun doute. Raw, c'est le show de The aussi. On voit des clips vidéo de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. En tout cas, les aussi sont les seuls à avoir battu les War Raiders. Et ils comptent bien les battre autant qu'ils. Les Viking Raiders. J'ai dit les War Raiders, je m'y ferai Ouais. toujours pas. Putain, Et ouais. il est temps pourtant, on est à la fin de l'année là, enfin on est en 2020, alors on vous parle, mais je vais jamais m'y faire, je crois. Du coup, c'est normal, ils sont en ligne pour un title shot et les Street Profits débarquent. Ils chauffent les Good Brothers et font un petit calcul, un mode produit en croix là. Si les Good Brothers, donc aussi ont battu les Viking Raiders qui sont les champions, les Good Brothers sont la meilleure équipe du monde, qu'est-ce que ça fait des Street Profits vu qu'ils ont battu les Good Brothers? Est-ce que tu as une Bah, réponse à ça? bah ça en fait les number one contenders. Mais Ah ouais. moi je vois ça comme ça, hein, mais je suis pas sûr que la Mais WWE du coup, va y arriver. si on faisait un match pour le prouver. Bah ouais, voilà, ce serait ça l'idéal.
Et du coup, on a eu ça. On a eu un match entre les Good Brothers et les Street Profits. AJ Styles s'est fait virer pendant le match. C'était, on va dire, le tournant de la rencontre, puisqu'à partir de là, Karl Anderson et Luke Gallows n'étaient plus les mêmes. Ils se sont fait avoir par les anciens de NXT. Victoire des Street Profits, qui donc confirment leur statut de number one contender tout à fait légitime. Et on a une petite célébration backstage avec, j'ai rien compris des histoires de multiverse là, avec Dawkins et son pote. Mais voilà, la scène tag team de Monday Nitro. Bon, par contre, dommage de ne pas avoir vu les Viking Raiders quand même. Finalement. Ouais. Oh, pour les voir battre des jobbers, finalement, c'est pas plus mal de pas les voir. Ouais, faut que je me décide. Est-ce que je veux les voir battre des jobbers ou pas les voir? Voilà, c'est ça le truc. Et pour le truc des Street Profits à la fin, en fait, ils se demandent si, enfin, je crois que c'est Montesport qui se demande si le fait d'avoir gagné face à la meilleure équipe du monde, ça fait de la meilleure équipe de l'univers, quoi. Et du coup, Dawkins, lui, il lui dit non, mais dans un délire de multivers, de multi-univers, nous on est, enfin bon, Dawkins, voilà quoi, il s'est découvert une passion pour l'astrophysique, quoi. Ouais, Donc, c'est devenu le nerd de la bande. voilà. Mais sinon, c'était un bon petit match, hein. Ça n'a pas été super long, mais c'était un bon petit match. Il y a une bonne alchimie entre les OC et les Street Profits, avec un AJ Styles qui est toujours fourbe et puis qui a essayé de foutre sa merde, voilà, hein, puis qui se fait virer par l'arbitre. Qu'est-ce qu'il est bon, AJ Styles, dans ce rôle-là, franchement, ça me fait plaisir de le voir comme ça. Ouais, mais même quand il fait rien, même quand il est pas impliqué entre les cordes, de toute façon, il trouve toujours le moyen de foutre le bordel à côté, quoi. Donc AJ Styles là-dessus, il est vraiment c'est parfait quoi ce qu'il fait quoi. Il est ce mec quel pro quoi, quel pro que ce mec là quoi. Parce que c'est lui qui met over les aussi, hein. Lui tout seul en fait, il met over les aussi quoi. Ouais, parce qu'il leur donne le change à chaque fois. Eh ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et donc du coup, on a eu moi j'ai trouvé un bon petit match tag team quoi. Et voilà, victoire des Street Profits qui continue lentement mais sûrement à grimper de plus en plus dans le haut de la carte des tag teams. Et écoute, moi j'espère un gros match pour le pay-per-view du Royal Rumble quoi, une triple frite comme tu dis quoi, genre aussi Viking Raiders Street Profits, moi je serais partant pour ça. Ah bah carrément, c'est ce qu'il faut nous faire, faut pas se poser de questions. Hein. Ah Là, ça bah peut être une bonne résolution en 2020 là pour la WWE, arrêter de se poser trop de questions. ah ouais non mais là j'espère que là ils vont pas tortiller du cul pour chier droit hein, comme dirait l'autre hein, que là on va avoir droit à ça. Exactement. Bon, en parlant de chier droit, Randy Orton, spécialiste qui faisait caca dans les sacs de ses collègues dans les vestiaires. Randy Orton, mais attends, tu passes à Randy Orton, attends, t'as oublié un de mes chouchous avant là. Bah oui, mais je trouvais qu'elle était pas mal cette transition. Bon allez. C'est la transition. Ah ouais, parce que là, moi je dis non, c'est pas possible, il peut pas passer à côté d'un de mes chouchous là, il va se faire engueuler là. Est-ce que c'est un chouchou écossais? C'est un chouchou écossais, ouais, avec des Ouais. longs cheveux à la Brevard et il lui manque que la peinture bleue et blanche sur le visage. Ouais. Pour la liberté, aurait-il crié. Liberté. Bon là, c'était plutôt pour le squash. Hein. Ouais, c'était plutôt pour le squash. C'était juste en fait pour signaler le petit mot que Drew McIntyre a encore fracassé Hawkins et Ryder, quoi. Et apparemment, ça a l'air d'être c'est en train de devenir ses victimes préférées quand même, mine de rien, quoi. Il est tabasse, on en est à combien là? Je crois qu'on en est à 3 lundis consécutifs où il tabasse les deux copains. Ouais, qui vont devoir retourner acheter leurs petites figurines. Là. Ils ont une émission YouTube là où ils dépensent leur fric à acheter des figurines, des action figures. Ils dépensent $3000 dans un magasin de jouets. Voilà, ouais. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que dans un segment comme ça, c'est que il a beaucoup parlé au micro, Drew McIntyre, et que ce qui est assez marrant, c'est que finalement, il est heel, mais il fait vachement réagir le public, et il fait un espèce de petit sondage après avoir cassé la gueule, je crois, ou c'est avant qu'il fait le sondage? Non, c'est avant, C'est avant, ouais. Et il fait un sondage, et puis sondage inversé. Putain, le mec, il a la technique, on se croirait à Ipsos. Et on dit, Drew McIntyre, c'est le Brice teinturier de la WWE, mesdames et messieurs. On leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres et aux sondages. Ah oui, voilà, exactement. Et donc, il a manipulé, comme font tout à fait bien les sondeurs, quoi. Et il manipule le public en bon heel, quoi, pour savoir qui pense si les deux gars devraient avoir peur sur le ring. Et quand il dit les deux gars devraient avoir peur sur le ring, tous les mains se sont levées dans la salle d'euro. Donc moi, ça m'a bien fait marrer, quoi. Ouais. Et franchement, tu sens que c'est le mec qui
Enfin, face ou Mais, heel, il a le mais- total package. Hein. non, mais les gens, là, écoutez Catch-Up, la WWE, écoutez Catch-Up, on vous dit, mais Drew McIntyre, il est super bon, ce mec, il faut le lancer dans le main event, il faut le lancer dans la title picture. S'il est pas dans le main event d'un seul pay-per-view de McIntyre en 2020, je crois que là, Ah bah là, va falloir qu'on aille faire, faut qu'on se déplace. Hein. On non, se mais là, déplace. on envoie une lettre de réclamation et puis on prend un jet privé et on va Un direct petit, chez Sam Ford. un petit recommandé là. Et le recommandé, il part. Bon, allez, on retourne à mes histoires de caca si tu veux bien. Ah, reviens à tes histoires de caca. Donc Randy Orton, hein. Randy Orton, bah, il arrive et c'est la catastrophe pour Randy Orton, Eh oui, puisque il est en béquille. il est Il s'est vraiment, vraiment. pété le genou dans un live show. Eh ouais, la semaine juste avant le Raw, quoi. C'est incroyable ce qui se passe dans un live show. Hein. Des changements de titre, des genoux qui pètent. Ouais. Il nous explique voilà que ça arrive, c'est le bordel, les accidents, les blessures. Il a la mine basse, hein, il est vraiment pas bien. Il perd un peu ses mots. Il commence à nous parler de Edge, qui a dû mettre fin à sa carrière à cause d'une blessure. Le seul mec que vraiment il respectait. Ça va lui prendre un bout de temps pour venir et il est même pas sûr de revenir. Enfin, on commence vraiment à avoir un discours là, de fin de carrière, un peu à la Mark Henry ou d'autres qu'on a connus avant. On sait pas trop si c'est à boire, enfin si c'est du leurre et du cochon à ce moment-là. Hein. Ouais, et moi j'avoue que j'ai un petit peu marché au départ, quoi. Ouais. Que Ah, j'avais entendu effectivement les reports comme quoi il s'était blessé en house show. Je vois sa tête basse là quand il a commencé à dire ouais ben ouais mais c'est peut-être en fait tout simplement la fin de ma carrière à l'âge que j'ai etc. Je me suis dit putain merde il est sérieux là le Randy là Et puis après ben, en fait c'est justement ce que tu as dit là c'est qu'après j'ai pensé à Mark Henry ah ouais, et je ouais. me suis dit ah Et putain ça sent jurisprudence. ouais il y a jurisprudence effectivement donc du coup je te laisse dérouler la suite. Eh ben, ça s'est déroulé comme ça. Il nous dit, bah, mais il va quand même essayer de faire tout ce qu'il peut pour aller, faire en sorte que quelqu'un se prenne un RKO à WrestleMania. Donc voilà, il abandonne pas. Hein. Il est pas sûr qu'il va y arriver, mais il abandonne pas. Et là, ce fiefé personnage de AJ Styles revient. Il est de retour, ce petit con. Excellent. Et il fait vraiment sa tête à claque à son petit con. Il a dit ah, j'en peux plus d'attendre là, de t'affronter la Randy Orton. Ah, t'es énervé là, c'est ça, Randy? Oh, il fait la tête. Oh, Randy Orton, il est pas content. Ok. Il lui fait ah, je te touche pas, je te touche pas. Et hop, je te touche. Enfin, il arrête pas de l'emmerder. T'as Randy Orton, tu vois, qui fulmine là. Il y a les crocs qui mordent là. Il veut le bouffer. Edge Styles lui dit bah tu peux rien faire là, tu peux rien faire pour m'arrêter. Et puis Edge Styles donc tant il dit bah voilà vas-y fais quelque chose, je ferme les yeux. Et puis il commence à repartir et en lui promettant de le faire taper, d'abandonner à WrestleMania et surtout de l'envoyer à la retraite définitivement. Rien que ça. Et ouais. Et puis il revient et il donne un gros coup de pied dans une béquille de Randy Orton. Et là, tu dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Randy Orton lui dit que la différence entre AJ Styles et lui, c'est que lui n'est pas patient. Lui, donc, il va pas attendre WrestleMania. Et là, il lâche sa deuxième béquille et il place son RKO. Un miracle de la nouvelle année. Randy Orton va bien puisqu'il... tu sais pas, en fait, à ce moment-là, quand il célèbre comme un fou, je me dis, mais en fait, ça se trouve, le mec, il a vraiment le genou pété, mais Randy Orton, il est tellement excité que là, il sent plus rien. Non. Mais non, tout ça n'était qu'une ruse. Une ruse de la Ouais. vipère. Eh ouais, une ruse de la vipère. Moi, j'ai trouvé ça excellent et j'ai trouvé AJ Styles excellent. AJ Styles, il m'a trop fait marrer pendant ce segment. Je le trouve trop bien en roquet, là, on l'a déjà dit tout à l'heure dans le match tag team, quoi, mais quand il fait son roquet, là, et qui venait le toucher, je t'ai touché, j'ai trouvé ça, mais moi, je me marrais. C'était tout con, mais en fait, c'était vraiment excellent. Ils me font poiler. Puis bah voilà, le Randy Orton, ce qui m'a éclaté, c'est que le Randy Orton, il place son RKO et quand il se relève du RKO, il se tape sur le genou comme un dingue, quoi. Il se tape sur la genouillère comme un dingue. Ouais. Comment je vous l'ai trop mise à l'envers. et, euh, et du coup, ouais, bah écoute, c'était un segment un peu long, mais finalement qui était plutôt pas mal parce que le Randy Orton, moi j'ai envie de dire, bien joué Randy. Bah oui, là en l'occurrence, si le plan, la ruse de la vipère était
efficace. Et puis c'est vrai que Randy Orton, c'est client parfait pour ce genre de sketch, quoi. Effectivement, tu le voyais, enfin, Randy Orton, vraiment, tu vois, il fulminait de l'intérieur. Il a vraiment bien joué sa partition jusqu'au bout, quoi. Ouais, non, c'était bon ça. Du coup, on est rassuré pour Randy Orton. C'est le plus important aussi, hein, finalement. C'est-à-dire que le mec va bien. Tout va bien, message à sa famille, tout ça, tout va bien. Voilà. Mais la prochaine fois, par contre, s'il met une veste saumon, rose saumon, là, ça marchera pas. On verra tout de suite le pot-au-feu. On a eu un match. Oh là là, alors là, ça c'est, je sais pas, il y avait le nom de Chris qui clignotait partout au-dessus de ce match. Surtout que juste avant, il y a une promo de Rey Mysterio. T'as l'impression que c'est. Avant, on avait à Catch-Up, avant, on avait le Jobber's World, qui était notre séquence où effectivement, on passait en revue toutes les séquences qui concernaient, on va dire, les Jobbers et la Locard. Mais là, je crois que ça pourrait être le Chris World. Ah, Puisqu'on a eu une promo d'Rey Mysterio qui nous annonce donc son rematch pour son titre la semaine prochaine. Et voilà. un match entre Andrade et Ricochet. Alors, Enfin, d'abord un jobber. ouais, D'abord, c'est ça, c'était pas très clair. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas compris, hein. C'était vraiment la galère. Alors, officiellement, c'était d'abord un match contre un jobber. C'était ça. En fait, ça commence avec un match face à un jobber, quoi, qui finit d'ailleurs plus ou moins, en no contest parce que j'ai pas trop compris, quoi, finalement, parce qu'il lui met le mec, il enlève le tapis et puis il démolit le jobber à même le sol. Et en fait, c'est Ricky la Belle-Vie débarque pour faire le sauvetage, quoi, finalement, quoi. Et en disant que, et en fait, il s'en prend à Andrade en lui disant qu'il a profité des faiblesses d'Umberto Carrillo et de Rey Mysterio pour lui piquer le titre, que voilà, mais que celui qui devrait vraiment affronter, eh ben, c'est Ricochet. Il est comme ça, l'ami Ricky. Bah Et ouais, il aime pas l'injustice, hein. voilà, exactement. C'est normal, il est bien ce garçon. Et du coup, ça nous fait un petit match Andrade Ricochet. Alors autant dire que moi, j'étais content. C'est comme ça que tu voulais finir l'année. Voilà, mais c'était parfait. Hein. Andrade versus Ricochet, putain, je veux dire, voilà des C'est choses dans le ring. c'est le dernier. Enfin, tu peux dire quand même que le dernier match à la WWE de la décennie aura été Ouais. Andrade, champion US contre Ricochet. Eh ouais, carrément. Et même dommage qu'ils aient pas mis le titre dans la balance, quoi. Dommage que Ricochet, il ait Une pas petite plus de, ceinture. pas plus de poids auprès des officiels, là. Il aurait pu dire, bon, allez, là, on fait un WWE US. Bah ouais, c'est vrai que ça aurait été pas mal, tiens. Genre, bah ouais. Pourquoi ils ont pas improvisé là pour leur dernier match, faire un title match? Ouais, ils ont été cons. Ouais, et étant donné que c'était le dernier, en plus, la ceinture, pour le coup, aurait pu être mis dans la balance, quoi. Ça aurait été sympa, quoi. Mais bon, du coup, on a un bon petit match derrière. Bon, Ricky, malheureusement, perd, mais avec un gros Hammerlock DDT de Andrade, quoi. Et Andrade, voilà, qui s'installe, qui les pose sur la table. Je suis le champion US et maintenant, ça va chier, quoi. Comme Et je suis content d'avoir la revanche dès lundi prochain, là, avec Rey Mysterio. Ça nous augure un bon match. Andrade qui les pose sur la table comme Charlotte, hein, sa fiancée. Et oui, apparemment Hmm. c'est dans les gènes du couple. Ouais, ils ont annoncé leur fiançailles là sur Instagram via une photo où Charlotte a l'air complètement défoncée au champagne après une longue nuit sur le yacht de son père. Avec Andrade, ils ont une grosse bagouze et ils Et donc, annoncent. Elle dit qu'elle a dit si, si, si. d'accord. Eric Flair, il a donc adoubé ce mariage? Ric Flair n'a pas répondu dans les commentaires du post Instagram. D'accord. Bah putain, c'est dommage. Je serais curieux de savoir quel est l'avis du papa sur cette affaire. Waouh, est-ce qu'il a encore un avis sur les choses ouais, si, sur sa fille, sûrement, mais. Je sais Sûrement. pas, ouais, bah, bah écoutez, voilà, Rick, si tu nous écoutes, dis-nous ce que tu en penses, est-ce que tu adoubes ce mariage, quoi? Voilà, moi, on aimerait savoir, quoi. Quand même, ça paraît fondamental, quoi. Bah ouais, moi, on a envie, voilà, que tout le monde soit content, donc si tout le monde peut être content, y compris Ric Flair, ça suffira à notre bonheur. Bon, Voilà. on parle de mariage. Quelle magnifique transition pour Eh mais ouais, aborder, on est trop. sans faire exprès, Mais pour cette ouais. dernière séquence de la décennie à la WWE, quoi de mieux que, eh ben, on va dire, voilà, c'est une grande tradition dans la famille de Stamford, le mariage entre les cordes. On y a droit chaque année, hein, quasiment. Je me demande s'il y a eu des années où il n'y a pas eu de mariage. Hmm.
peut-être Euh, l'année dernière. Je suis pas sûr qu'il y ait ouais, quelque chose. je sais pas. Du temps des Gilly, par exemple, il y en avait quasiment un tous les 6 mois. Dans les années 80-90, il y avait beaucoup, beaucoup de mariages aussi, quoi, hein, de toute façon. Ah ouais, non, mais le mariage, c'est quasiment un running gag à la WWE. Et du coup, le mariage, un officiel. Alors, c'est marrant. Je sais pas si tu suis un petit peu le football américain, mais le prêtre qui officiait me fait beaucoup penser au coach des New England Patriots. Ah ouais, carrément. Ah là, je t'avoue que j'aurais pas pu savoir ça, là. D'accord, ouais, c'est comme si on avait, comment il s'appelle? Bon, je sais pas, un coach, un entraîneur de l'équipe de France. Officiel, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils sont allés chercher qui là? Non, c'est juste un mec qui lui ressemble. Bref, on a donc une belle cérémonie, on a une belle scène hein, avec un très gros gâteau, tout blanc et plein de crème. Ouais, ouais. Alors, ça a duré des plombes. Ça a duré Ah, des plombes. Je vais pas tout vous refaire, mais on a droit évidemment aux chants Rousseff Day qui ont rendu Lana hystérique. Notre bon Bobby Lashley était, je sais pas, je pense qu'il a oublié la moitié de son costume. Quand on lui a dit un costume 3 pièces, il a pas dû entendre le 3. Parce que là, il y avait juste costume une pièce. Il avait juste son petit veston là, c'était assez étrange. Mais c'était très drôle. Il avait l'air tout gentil, Bobby Lashley, dans cette séquence. Je sais pas, il m'est de plus en plus sympathique, Bobby Lashley. ouais, moi, je trouve qu'il avait l'air perdu. Mais par contre, on peut Ah oui, signaler quand même perdu, ouais. que Lana a pas botché, je crois, quasiment sa promo pour une fois, quoi. Non, ouais, elle a plutôt réussi ses différentes répliques, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Mais en plus, elle a été assez drôle, j'ai trouvé, vis-à-vis du prêtre, là, quoi. J'étais assez surpris par Lana, en fait, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'elle nous fait que de la merde. Et là, pour une fois, pas de botch de promo, comportement sympa. Non, Lana m'a surpris. Ouais, non, et puis je pense à une espèce de mauvaise foi où tout tourne autour d'elle et elle dit que c'est le plus grand jour de la vie de Bobby Lashley, dans sa carrière. Elle va, voilà, que c'est elle qui lui a écrit ses vœux à Ouais. Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley doit lire les vœux écrits par Lana. Et donc dans les vœux écrits par Lana, il dit qu'il est l'homme le plus chanceux, que c'est grâce à Lana. Enfin, voilà, tout est autour de Lana. C'est elle, qui est donc sous les chants effectivement du public qui n'est pas content. Et à ce moment-là, alors que le prêtre galérait un petit peu à, à sortir les anneaux, on demande la fameuse séquence, voilà, classique, hein, la grosse ficelle qu'on retrouve souvent dans les films. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est maintenant ou qu'il se taise à jamais. Et là, il y a un gars qui débarque, on entend gueuler à l'arrière. Un mec qui dit ouais non, ce mariage c'est une honte, arrêtez tout, arrêtez tout. Et ce mec se révèle être le premier mari, le premier époux de Lana. Ils Et sont ouais. Et ça, voilà. c'est énorme parce que quand même, il dit à Lana quand même que elle s'est mariée avec lui à 18 ans et qu'après elle s'est barrée avec ce fils de pute de Rousseff, quoi. J'ai entendu ouais, son of a bitch, Rousseff, son of a bitch, Rousseff, c'était excellent. Qu'est-ce que je dis mais qui c'est ce mec, d'où il sort quoi? Il Ah mais avait ouais, mais carrément, mais c'est quoi ce random man qui débarque là et qui traite de fils de pute Rousseff alors que le public est en plein orgasme de Rousseff Day depuis déjà le 20 mec veut se faire lyncher quoi. Ah mais ouais, le mec, il avait envie de mourir. Ça se passait où déjà, Rose, je sais même plus quoi, mais... Ah, je Ah, sais pas, mais peu importe où ça se passait, c'était pas bon pour lui. Mais après, il s'en prend même à Bobby Lashley. Il dit ouais, après avoir épousé ce oui, fils de pute de oui, oui. Rousseff, tu vas épouser ce fils de pute de Lashley. Lashley, Lashley, bah, il le tue hein, instantanément. Ah mais ouais, mais d'ailleurs, Lashley, ouais, il lui porte un méga chokeslam, mais j'ai cru qu'il allait le briser en quatre, quoi. Ah la vache. Et puis c'est pas fini évidemment. Après t'as la première femme de Bobby Lashley qui débarque, qui dit non bah attendez arrêtez tout. Voilà j'ai connu Bobby quand on était à l'armée, on a couché à la caserne. C'est voilà de toute façon il y a une petite bite comme Eminem. Et Lana lui fout une grosse claque dans la tronche. Ouais. Donc la meuf elle voltige.
Alors moi pour le coup je l'ai trouvée plutôt mignonne la première femme de Lashley. J'ai même pas compris en fait qu'ils s'en soient séparés. Non mais les divorces mec, mais non mais non. Et Ouais. alors encore une fois là, j'avoue que je me suis marré comme un con quoi parce que quand la Lana lui vient lui mettre une méga gifle là, comment elle en a trop marre. On est déjà dans la phase où là elle est pleine d'auto-bronzant sur la tronche là. Ah non mais moi moi j'hallucinais quoi. Mes amis, ils nous auront tout fait à la WWE pendant les mariages quoi, tout fait quoi. Et c'est pas fini. C'est Et pas c'est pas fini. et c'est pas fini. Puisque une troisième personne vient interrompre le mariage qui décidément ne voudra pas se dérouler comme prévu. Le truc En- qui se finit jamais quoi. Le truc le segment le main event de l'année 2019 quoi qui dure 45 minutes quoi. Ah bah je pense que de toute façon c'est dans la lignée des précédents segments de cette rivalité haute en couleur, hein. Ah ouais ça c'est sûr. Et cette hystérie qu'on entend soudainement, c'est ni plus ni moins que Liv Morgan. Et Liv ouais. Morgan, dont on annonçait le retour. Il y avait même une petite vidéo un peu trompe-l'œil pendant l'épisode. Liv Morgan qui débarque dans une espèce d'accoutrement là, de styliste de haute couture là, assez chelou. Elle dit que l'amour de sa vie et ce soir est là entre les rings, et qu'elle ne serait pas arrivée, qu'elle aurait pas fait tout ce qu'elle a fait là toute cette année sans cet amour qu'elle éprouve pour cette personne qui est entre les cordes. Elle est arrivée à W en étant une âme perdue. Elle s'est retrouvée grâce à cet amour, un amour visiblement à sens unique, hein, en tout cas qui n'est plus d'actualité. Donc elle s'adresse à cette personne qui est sur le ring. Elle dit mais comment t'as pu me faire ça? Et là, Bobby Lashley donc prend le micro et dit mais attends, qu'est-ce que tu racontes? On est pas Allez, ensemble. Casse-toi. T'es qui toi? je te connais pas la tête de Lashley pendant ce moment quoi, mais c'était énorme. J'ai senti, tu vois, derrière ses yeux quoi, la perdition quoi, tu vois quoi. Il était mais Ah, perdu il a le Lashley. regard vitreux, hein. Je me demande même s'il avait été mis au courant finalement, tu vois, du segment, peut-être l'arrivée de la première femme, du premier mari, etc. Mais je me demande s'il était vraiment au courant de l'arrivée de Liv Morgan, quoi, parce que sa tête, mais c'était priceless, quoi. Ah ouais, non mais de toute façon, il faut regarder. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder la tête de Bobby Lashley pendant toute cette séquence parce que le mec a l'air tellement en dehors. Enfin, physiquement, il est là, mais son âme est ailleurs, quoi. Ah, c'était énorme, c'était Et énorme. du coup, ensuite, Bobby Lashley donc place un spear sur Liv Morgan. Euh... et fin. Et voilà. Et ça se dit comme ça. Ah, imagine, Non, ça se termine. non, j'ai quand même The Fiend débarque, il s'en prend au prêtre. Non, non, donc Liv Morgan dit non, mais c'est pas toi, espèce de gros nigo. C'est pas toi que je parle de Lana. Et effectivement, donc on nous révèle que Liv Morgan et Lana auraient eu une romance. En tout cas, Liv Morgan est amoureuse de Lana. Et Lana, donc, visiblement, n'est pas très à l'aise avec cette situation. Et elle fonce sur Liv Morgan. Et c'est la brawl qui commence, la grosse bagarre. Ça part en 4 Ça fights. part en cacahuète. Et alors que le mariage donc ne se terminera jamais, puisque Rousseff sort du gâteau. Ah, pas tout à fait, parce que Lana, elle tente quand même après cette fight avec Liv Morgan, elle pleure et tout, elle tente quand même, je crois qu'elle tente quand même de réussir la fin du mariage, non, Oui, oui, avant que oui. Rousseff arrive. Elle dit au prêtre, allez, on le fait Oui, maintenant. oui, 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 c'est ça, ouais, elle dit au prêtre, ouais, allez, on enchaîne, on y va, là. Et là, tu vois le gâteau bouger un peu, tu sais, en Voilà. premier plan. Tu dis, ok, Bon, ça a deux ce gros gâteau. Bah oui. Bah disons que le gâteau avait un peu la forme de Rousseff, quoi. ouais, un peu, ouais. Et là, tu vois Bobby Lashley qui alors, ça a pris un temps fou parce que tout le monde a vu le gâteau bouger, donc tout le monde a bien compris. Et là, Bobby Lashley qui, genre, met 1 heure à se retourner, à comprendre ce qui se passe avant de se faire attaquer Enfin, je crois que par Bobby Rousseff. Lashley, Bobby Lashley, il était tellement lobotomisé par tout ce qui venait de se passer, là, qu'il a même pas. Il en avait oublié qu'il y avait Rousseff dans le gâteau. On lui avait dit pourtant avant dans le script, oublie pas, il y a Rousseff dans le Ouais. gâteau. Mais lui, je pense il a fait l'impasse, quoi. Ouais, je pense qu'il est dans le même état que qu'Harrison lors de son dernier match, quoi.
Donc Liv Morgan revient et c'est la grosse baston entre les quatre. Lana terminera donc la décennie, la tête dans le gâteau, avec Liv Morgan donc qui se lèche les babines et Rousseff complètement, forcément excité par ce qui vient de se passer. Le mec, ça faisait une demi-heure qu'il attendait dans son gâteau. Tu m'étonnes. Et déjà, au moins, il était pas mort. T'imagines, genre, tout le monde attend, mais genre, il doit se passer un truc et on a un petit problème technique. En fait, le mec est mort étouffé dans le gâteau. Ça aurait été une sacrée façon de terminer l'année. Et donc, on se termine par cet incroyable mariage sans marier. Sans marier, ouais. Puisqu'officiellement, No no contest. No contest pour le mariage. Voilà, un show de la WWE qui se termine par un no contest. Je pense que ça résume plutôt bien la philosophie de cette fédération. Voilà. Bon, c'est quand même triste des gens qui n'arrivent pas à se marier là. Ouais, On a empêché l'amour de. mais ouais, l'amour n'a pas triomphé quoi dans ce Ah ouais. Raw quoi. Et ça c'est quand même injuste. C'est quand même très injuste. Après, écoute, moi j'ai trouvé ça très très long, Ouais. mais tu vois le simple fait d'en reparler, j'ai trouvé que les climax étaient plutôt sympas. Après, en fait, sur le coup, j'ai fini le Raw en étant un peu abasourdi, en me sentant un peu décérébré, tu vois. Mais Tu t'es senti Bobby Lashley. ah, Hashtag je suis Lashley. ouais, hashtag je suis Bobby, quoi. Ouais, ouais, c'était ça, ouais, ouais, ouais. Mais, et en même temps, après réflexion, tu vois, je me suis dit, ah, quand même, c'était marrant. Ils sont quand même forts, quoi, pour nous faire pour nous faire des trucs comme ça complètement dingues, des vraies dingueries, quoi, du n'importe nawak absolu, quoi. Ces mecs ont des millions, des milliards de dollars et ils te font ça, Ouais, quoi. ouais. Puis moi, c'est toujours, je me dis, voilà, il y a des mecs quand même qui rentrent dans une salle de réunion un après-midi on leur dit ta mission aujourd'hui, il faut écrire sur un mariage, quoi. Et voilà, et les mecs, ils te sortent ça, quoi. Et puis, bah, et quand même, ce climax avec Liv Morgan, c'est quand même un truc un peu historique aussi en soi, hein, parce que je pense que c'est quand même la première fois qu'il y a un angle LGBT aussi ouvertement, tu vois, présenté de cette manière-là. Alors, ça tombe sur Lana et Liv Morgan. Bon, ça aurait pu être d'autres, hein, ça aurait pu être Sonia Deville et Mandy Rose où ils avaient commencé, ils avaient fait Ouais, un début de segment un peu LGBT avec ces deux filles-là. Mais là, ouais. vraiment, là, on a un vrai truc, voilà, complètement positionné. Avec, comme on l'a dit, là, on se marrant, mais c'est quand même une réalité, quoi, avec ce Bobby Lashley complètement lobotomisé, quoi. Et c'était énorme, et vraiment, j'étais poilé, avec en plus le public derrière, le Rusev Day qui était au taquet, qui était archi over. Parce qu'une fois qu'il a posé ses kicks, qu'il a massacré Lashley, la foule, elle était en délire avec le Rousseff, quoi. Et c'était complètement, ouais, un segment, mais what the fuck, mais de chez what the fuck, de chez what the fuck. Ouais. En fait, je suis d'accord avec toi sur le coup. Hein, j'étais un peu épuisé et un peu vidé, ouais, parce que c'était quand même drôlement long. Franchement, ont réussi à le condenser un peu plus. Je pense que Ouais, ça aurait été pas mal, toi. franchement, les 15 premières minutes avec le prêtre, ils auraient pu largement s'en. Ouais. Ça a été Ouais. très très long. En plus, elle a voulu faire tout un tas de trucs en disant c'est son jour. Ella, Lana, Lana, Lana. Ça a duré je sais pas combien de temps. Toujours avec le Bobby qui avait les yeux globuleux, qui la laissait dérouler sa promo. Et Ouais, c'est ça, c'est que tout le monde est hyper passif, quoi. Il y avait juste Lana qui fait son numéro, donc. mais après, finalement, j'ai bien aimé le fait comment ils ont défoncé la première femme, la deuxième femme, l'arrivée de Morgane en pleurs, le truc avec le Bobby là complètement paumé, mais de quoi? Mais je la connais pas cette femme. Ah, Et mais c'était génial. Ça c'est j'ai le trouvé. mec qui essaye de se rappeler. Attends, mais. Mais attends, mais merde, c'était quand? C'était où? C'était et j'avais picolé. Ah, c'est quoi cette affaire là? Non mais et donc pour le coup finalement ça avait un côté complètement what the fuck mais tellement WWE. Ouais, là, il faut pas. Je suis d'accord avec toi enfin, en termes de rebondissement et de. C'est complètement idiot et stupide. On coche quasiment toutes les cases enfin voilà, si ce genre de séquence, voilà, enfin voilà, elle a des défauts. Je pense que vraiment, elle aurait pu être beaucoup plus drôle si elle avait été, enfin plus drôle, beaucoup plus digeste si elle avait duré moins longtemps. Mais en Ouais. soi, enfin, si t'aimes pas ce genre de séquence, une fois de plus, ne regarde pas la WWE parce que c'est ça, quoi. C'est du grand guignolesque. Et au contraire, c'est hyper drôle de voir des mecs comme Bobby Lashley, effectivement, complètement vides.
Enfin voilà, complètement vide et puis pas comprendre ce qui se passe et être en train de lire les vœux écrits par Lana qui est complètement hystérique et puis après c'est les séquences des portes de saloon où t'as tous les ex qui débarquent. Enfin, c'est de la comédie américaine pure Ah, quoi. du soap opéra, ouais, là Ah ouais. on est en plein dedans. Et Rousseff caché dans son gâteau pendant une demi-heure. Enfin, bah, toi, et en plus effectivement que ce petit angle, bon, on va voir ce que ça va donner, hein, parce que comme tu dis, ils avaient un petit peu commencé à poser quelques graines avec Sonia Deville qui, elle est effectivement ouvertement lesbienne, elle affiche le drapeau LGBT, voilà, mais ça s'est arrêté là, ça n'a pas été inclus dans des histoires. Autant là, effectivement, il y a probablement un angle, une volonté de la WWE, on va dire, de marquer le pas en cette nouvelle décennie hein, qui va commencer, dire bah voilà, on peut leur reprocher d'être un petit peu rétrograde et ils le sont par la force des choses parce que ça reste un spectacle grand public, grand guignolesque, donc on n'est pas là pour philosopher sur la vie toutes les 10 minutes, voilà. Mais effectivement, on nous pose un personnage visible dans, on va dire, presque la storyline la plus importante du moment, quoi. Une des storylines les plus importantes du moment. Donc avec du temps d'antenne, on va voir ce que ça va donner pour Liv Morgan. Mais c'était assez un twist assez intéressant, en tout cas dans sa Qui a position, fait, quoi. Franchement, qui a fait le buzz aux États-Unis. Hein. bah ouais, parce que finalement, c'est tout se fait un petit peu avoir dans le sens où package vidéo ressemblait vachement effectivement à ce qui avait été fait pour Emma à l'époque, et effectivement c'était juste à la fin pour avoir un perso de diva quoi. C'était on voyait le gros cliché arriver et finalement on se fait un petit peu avoir hein, avec un personnage qui a été hyper sexualisé dans 2 ou 3 séquences vidéo pour son package vidéo et finalement enfin, dont le positionnement n'a rien à voir avec ça quoi. Enfin clairement on va nous vendre un personnage assez inédit. Donc, on peut s'en réjouir au moins d'avoir un peu de nouveauté. On aura eu quelques nouveautés finalement cette fin d'année entre The Fiend et puis Liv Morgan. C'est un peu le grand écart, mais C'est clair, ouais, là, c'est. deux âmes perdues, deux âmes perdues. Eh oui. Voilà. Ah oui. Bon bah écoute, le mariage n'a pas été un franc succès, mais en tout cas c'est comme ça que s'est terminé le dernier show de la WWE de la seconde décennie de ce 3e millénaire, si je dis pas de bêtises. Le temps passe si vite. C'est l'heure du mot de la fin. Eh oui. Mon bon Chris, est-ce que tu viens nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode historique? Ouais, et ben pour le coup, j'ai plutôt bien aimé ce Raw. Et mon flop, je vais le donner en fait à la longueur du segment du mariage. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. en fait, en soi, j'ai pas détesté ce segment. Parce que bon, comme tous les vieux suiveurs WWE, voilà, je suis un peu habitué au mariage à WWE, donc on en fait son affaire. On se dit bon bah tiens, bah voilà, cette semaine, on a droit à un mariage. Par contre, je pense qu'ils auraient pu couper dans l'art et qu'on aurait pu nous épargner au moins 15 minutes. Tu vois? Hmm. Et ces 15 minutes, on aurait pu les contrebalancer sur d'autres matchs pendant la soirée parce qu'il y a eu plusieurs belles affiches pendant la soirée. Et mais du coup, je vais quand même donner, je vais donner mon flop à la longueur du segment, mais pas à tout le segment lui-même, quoi, parce que je me serais poilé. Ok. Mon top, j'avais envie de le donner à Murphy versus Aleister Black, ce qui est pour moi le plus beau match de catch de la soirée. Même si j'ai bien aimé tout le twist autour de Randy Orton, j'ai trouvé ça assez délire. Et puis bah voilà, il y a eu plusieurs petits trucs sympas. Le Andrade versus Ricochet, moi j'en reprends encore. Et Ah, je vais le donner à Murphy et à Aleister Black, mon top. Et puis bah ma note, je vais terminer l'année 2019 sur une belle note. Je vais lui mettre un 3,5 à ce Raw. oh, oh bah dis donc. Eh ouais, franchement, je me suis pas ennuyé. S'il y avait pas, il aurait eu une meilleure note encore si le segment mariage avait pas été aussi long. Mais j'ai trouvé que c'était dense, qu'il se passait des trucs, que les rivalités ont assez avancé. Le retour de Samoa Joe, Randy Orton qui nous joue un truc de filou, tu vois, Charlotte qui s'annonce pour le Rumble. Charlotte qui s'annonce pour le On Rumble, nous confirme Asuka versus Becky Lynch. et ouais, et puis la Tag Team Division qui va plutôt pas trop mal avec les Street Profits, les aussi, les Viking Raiders et tout ça. Il y a Hmm. un peu Eric Rowan qui tourne en rond, qui tourne dans son bocal. Ouais. Mais Ouais. voilà, Andrade nouveau champion US. Non, moi il y a eu plein de trucs qui m'ont plu. J'étais assez enthousiaste devant ce Raw, donc moi je lui mets un 3,5. Voilà. Terminer l'année 2019
avec plaisir avec le show rouge et c'est bien. J'ai dit. Bah écoute, moi pour mon flop, j'ai pas de gros flop, un peu comme toi. Et le flop, et ben en fait c'est un flop que j'ai eu en discutant avec toi. C'est plus un regret qu'un vrai flop. C'est effectivement, j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent le titre US en jeu dans le match Andrade Ricochet. Ça aurait été Ouais, pas mal pour finir justement, et parce qu'ils nous l'ont répété, que c'était le dernier épisode de la décennie. ouais. Donc tu te dis c'est un peu con de se mettre comme ça la pression là et puis de ne pas proposer un match de championnat alors qu'ils avaient fait le plus dur en mettant ce match-là en dernier quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'était quand même pas de, enfin, Andrade contre Ricochet en dernier match de la WWE pour la décennie, j'aurais pas mis ma main à couper il y a même 3 semaines de ça, toi. Ouais, ouais, je suis Donc c'est un d'accord. peu, voilà, c'est un petit regret on va dire, mais bon voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui auraient pu permettre à ce show d'être vraiment d'être encore meilleur évidemment. Et puis moi, ma note, je vais mettre un 3,25. Comme toi, j'ai beaucoup aimé enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé cet épisode, même si effectivement il tire en longueur, et ce segment final qui, j'imagine, a dû quand même pas mal déplaire à pas mal de monde, mais après la rivalité et la storyline elle-même déplaît à pas mal de monde et elle a énormément de défauts, ça on va pas le dire le contraire. Oh, bah, la storyline, pour moi, c'est de la merde, hein. Alors là, pour moi, ah, bah, moi, je le dis, hein, ça fait des semaines que je le dis, hein. La storyline, c'est de la merde, hein. Chris Mais, qui s'en va là. Et mais, puis ce mais, gros fils. ce climax de mariage, eh ben, j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt Ouais. bien joué leur affaire sur cette histoire. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que finalement, quand tu le réécoutes, quand tu te le repasses, tu te dis ah quand même, voilà ouais, voilà ils ont réfléchi à leur truc. C'était long, mais voilà, ils ont écrit des choses quand même. Et puis voilà, et puis ça se termine avec Liv Morgan. Qu'est-ce qui va se passer pour la petite Liv? Qu'est-ce qui va se passer pour tous nos catcheuses et nos catcheurs en 2020? Eh ben, vous le saurez en écoutant Catch Up, votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE toutes les semaines. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Spotify, Deezer, sur Google Podcast, Apple Podcast, et j'en passe. Les réseaux sociaux, c'est Catch-Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. On a également un Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter des shows de la WWE et des autres fédérations également. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube, sur laquelle vous pouvez également nous retrouver. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce dernier épisode, votre top, votre flop, votre note. Est-ce que si vous aviez été dans le public, vous aurez vous aussi fait objection lors du mariage? T'imagines, genre une quinzaine de personnes qui débarquent. Là, je vois bien alors Ringside ou Giscal apparaître. Objection! L'ignoble Ringside qui débarque. L'ignoble Ringside. Qu'est-ce Ce que n'est c'est que pas ça? possible. C'est quoi cette merde? C'est C'est quoi ça. C'est quoi? ce fils de pute de Bobby Lashley là? Je vais te mettre un zéro à la prochaine review de catch-up. En tout cas, je te remercie Chris de m'avoir accompagné dans cet exercice historique. C'est moi, avec plaisir. Puis c'est reparti pour une nouvelle année. Yes, yes, yes. Qu'est-ce que tu nous souhaites rapidement là? À WWE, si tu avais un souhait. Je sais on en reparlera pendant les Catch Up Awards d'ailleurs. Restez connectés. On vous balancera rapidement la date de l'épisode. On va enregistrer là notre cérémonie des tops et des flops. Nous, on attend que l'année soit écoulée avant de le faire, pour être sûr de rien louper, parce que une séquence de mariage comme celle-ci, elle peut trouver sa place. Il y a bien un petit, je sais pas, un petit award à leur donner à Bobby Lashley. Là. C'est possible, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, écoute, je sais pas véritablement ce que je souhaite pour 2020. Ce que je souhaite, en général, moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on ait les deux pay-per-view de début d'année, le Royal Rumble et WrestleMania, quoi, qui soient au top. Ouais. J'espère. Moi, en fait, je vais pas être gourmand. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop les projets à long terme, donc de toute façon, je vais me concentrer sur ce mois de janvier. J'espère qu'on va avoir un beau mois de janvier avec un beau build-up pour le pay-per-view du Royal Rumble et qu'on ait un énorme pay-per-view du Royal Rumble qui est quand même l'un de mes pay-per-view préférés de l'année. Donc voilà, je souhaite un énorme Royal Rumble 2020, quoi. Oh bah écoute, je me joins à toi. C'est une très bonne idée. En plus, sur Rumble, c'est vraiment le pay-per-view à regarder entre potes, en famille. Ou même tout seul, tu t'en fous. C'est tellement marrant de commencer l'année avec ce pay-per-view, quoi. Toutes les 3 minutes, t'es au taquet de savoir qui va arriver.
Mais ouais, C'est toujours une belle façon de commencer l'année. Donc ouais, un beau ça va Rumble. faire, ça va faire la troisième année en plus que maintenant on a deux Rumble matchs dans le Ah ouais, pay-per-view. Donc c'est ouais. kiffant. Moi j'adore avoir le Rumble des femmes. L'année dernière, j'avais adoré le match féminin, moi. Et donc, moi, je suis super satisfait de voir un peu ce que donne ce Royal Rumble au 21e siècle. C'est génial, quoi. Pour un vieux suiveur de catch comme moi, c'est génial d'avoir des pay-per-view comme Oula, ça. bah attends, et Papy Chris, là, il est 18h39, je vais te laisser, tu vas être couché. Ça va être l'heure de la soupe. Ah, Ah ouais. la petite verveine, là. Ouais, ouais. Et au, Ouais, ouais. et au dodo, parce qu'il y a une analyse de SmackDown bientôt à faire. Hein. Tout à fait. Voilà. Nouvelle année. Bon, allez, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, El Patron. Salut, peuple de catch-up. And that's the bottom line of 2019, cause Tonton Chris said so. Ooh.